Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc à cette conférence d'introduction au week-end que je donne à Avignon, le titre de ce week-end c'est l'éveil et l'ego. Voilà. Donc certaines personnes présentes sur l'écran vont participer en même temps au week-end, d'autres sont présentes dans la salle et participent déjà au week-end, puis d'autres personnes sont juste là pour la conférence qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, sur le thème. Donc sur le thème, pourquoi des week-ends sur l'éveil et l'ego. C'est comment dirais-je, des termes forts, très forts. L'éveil d'un côté, l'ego de l'autre. Pourquoi en fait discuter des deux? Pourquoi faire passer des heures à essayer de percevoir comment fonctionne l'ego, à montrer quelle est l'origine de l'ego, quelle est sa nature, quelle est sa puissance, à quoi il sert? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais dans toutes les traditions, même dans toutes les religions, bien évidemment, l'obstacle majeur en fait, à la connaissance de soi-même, c'est en fait l'identification à l'ego. Alors je dis bien identification à l'ego. Je mets déjà une notion supplémentaire. L'éveil, l'ego, il y a l'identification à l'ego. Pourquoi je ramène ce terme d'identification à l'ego? Parce que c'est la difficulté première et fondamentale qu'on retrouve chez tous les êtres qui sont même sur un chemin d'ouverture et qui vont, sans s'en apercevoir, dans des angles morts, plus ou moins puissants, à être identifiés à leur ego. Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que l'ego? L'ego est une construction divine. Le terme en sanskrit, c'est ahamkara. C'est vraiment cette conscience qui nous a été implantée à l'intérieur de notre construction métaphysique pour nous individualiser. Ce que vous entendez derrière, ce sont des grenouilles. Je parle d'ego et des grenouilles chantent, c'est pas mal. En tout cas, l'ego tel qu'il nous a été implanté il y a très longtemps dans notre construction métaphysique était utile pour nous individualiser. Puisque le simple fait d'être une âme extrêmement vaste, extrêmement infinie, reliée à un corps qui lui est beaucoup plus fini, beaucoup plus limité, a fait que l'âme a eu quelques difficultés à s'individualiser, à comprendre que le corps était un élément essentiel de l'existence, qu'il fallait s'en occuper, et qu'il fallait surtout agir avec le corps pour le maintenir en vie, lui trouver des vêtements, et lui trouver de la nourriture et un toit. Donc le terme ahamkara est vraiment un terme qu'on retrouve dans les Védas, les textes sacrés de l'Inde, qui indique vraiment l'existence, la constatation que l'ego est vraiment utile. Simplement, il y a un moment donné où l'ego qui a été utile n'est plus du tout utile. Je dis bien plus du tout utile. C'est-à-dire que nous sommes assez individualisés maintenant, c'est extrêmement clair. Vous savez comment vous vous appelez, vous savez comment défendre vos intérêts, vous savez comment réfléchir pour vous-même, vous savez quelle direction à prendre dans votre existence, vous savez tous ces éléments-là. Tout est clair, net et précis. Ce qui fait qu'on peut maintenant envisager très clairement de pouvoir vivre, peut-être pas sans ego très rapidement, mais au moins en le mettant de côté, en faisant en sorte qu'il ne soit plus au premier plan, mais qu'il soit en fait mis sur le côté et que l'âme que nous sommes puisse naturellement être ce qu'elle est face à son incarnation et face à ce qu'elle doit faire. C'est un élément important de percevoir cette construction métaphysique que nous portons, parce que même si nous pratiquons la méditation pendant longtemps, même si nous avons une sadhana qui peut être extrêmement puissante, même si nous passons beaucoup de temps en fait à pratiquer les thérapies,
toutes sortes de soins pour se découvrir, se nettoyer, transmuter les énergies, les mémoires, les traumatismes, les croyances, etc., etc. Nous allons bien évidemment faire un travail sur notre intériorité. Nous allons bien sûr dégager des tas d'énergies qui sont cristallisées et un espace va se libérer à l'intérieur de soi. Simplement, s'il n'y a pas une vision claire de ce qu'est l'ego, nous risquons à un moment donné de nous retrouver, en fait, avec une sorte d'espace intérieur de silence, mais qui ne va pas être totalement, il ne va pas totalement cet espace être, en fait, cet espace infini que nous pouvons avoir. Et c'est la perception que j'ai eue à travers mon expérience depuis 50 ans, c'est qu'à un moment donné, on peut bien sûr être dans le silence, être dans une sorte de paix intérieure et avoir un ego qui est extrêmement puissant à côté, et qui maîtrise, et qui continue à tirer les ficelles dans l'ombre. Surtout qu'à un moment donné, on peut même se retrouver branché, connecté au soi, connecté au divin, désidentifié de l'ego, désidentifié du corps, désidentifié de les pensées, mais même s'il y a désidentification, l'ego est toujours présent et il continue à agir. D'une manière subtile, insidieuse, parce qu'il est rusé, extrêmement subtil. Donc, le travail sur l'ego est fondamental. Fondamental. Et pour cela, il faut s'entreprendre. Il faut décider de le voir, décider de le regarder, décider de simplement de ne plus le suivre, de ne plus être identifié. En fait, quitter cette identité égotique, ce moi-je, qui est redoutable, puissante, fort, mais qui est en fait un moi-je qui ferme, qui sépare, pour passer à un moi-je beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détendu. Moi-je au niveau de l'âme, et non plus au niveau d'un ego qui va vouloir des choses, qui va être attaché, ou qui va refuser systématiquement d'autres aspects de l'existence. L'éveil, c'est la liberté, c'est l'ouverture. C'est simplement ce qui est. Ce qui est, c'est accepter tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Et dès que vous avez un ego, il n'y aura pas d'acceptation de ce qui va se passer. Il va y avoir des refus systématiques. Il va y avoir des moments de colère, des moments de rébellion, des moments de fermeture, des impasses. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans une incapacité, en fait, à être nous-mêmes, puisque nous allons, en fait, donner du pouvoir à notre ego. Et si nous ne le voyons pas, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Difficile parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Dès que l'ego intervient, il sépare. Dès que l'ego intervient, il réduit. En fait, l'ego est dans une construction métaphysique finie. Il est dans des limites lui-même. Notre nature est totalement infinie. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, nous puissions être heureux, détendus, nous puissions être vraiment ce que nous sommes, et c'est le but de l'incarnation, c'est d'être ce que nous sommes. Comment pouvons-nous être ce que nous sommes si nous avons encore une volonté de nous identifier à l'ego? Consciemment ou inconsciemment? Consciemment, certains le font encore en disant « Moi, j'ai besoin d'argent. Moi, je suis attaché à mon compte en banque. Moi, je suis attaché à ma position sociale. Moi, je suis attaché à ma famille. Je suis attaché à ma maison. Je suis attaché. » Oui, mais si vous êtes attaché, vous êtes attaché. Vous voyez, ici, la main prend. Ça, c'est l'ego qui prend. À ce moment-là, vous êtes dans des limites. Si les limites existent, vous ne pouvez pas ressentir, percevoir votre propre nature qui est par définition totalement infinie, sans limite. Donc il est urgent, en tout cas c'est ma position, c'est celle que je défends, si je peux exprimer le terme défendre, en tout cas c'est celle que je propose, c'est la vision que je propose, c'est de dire à un moment donné, c'est terminé. On dit, malgré les sadhanas que nous avons pu pratiquer depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, malgré notre authenticité, nous n'avons pas réussi encore totalement à être nous-mêmes. Eh bien, nous nous entreprenons et nous faisons un travail de fin d'études, pratiquement, sur l'ego, pour que celui-ci puisse
à un moment donné, disparaître. Disparaître parce qu'il va se fondre dans l'infini. Certains disent même qu'il est aboli. Hein? Je prends comme référence Douce-Mère, la compagne spirituelle de Chorobido, qui parle vraiment d'abolition de l'ego. Et elle insiste sur le fait que la race humaine doit, dans les générations à venir, être sans ego. C'est extrêmement clair pour elle. Et mon propre vécu, depuis déjà pas mal d'années, c'est vraiment ça. Quittons l'ego pour devenir ce que nous sommes. Simplement, il va falloir s'entreprendre, c'est-à-dire le décider, le voir, pour le voir, le percevoir. Voir ses stratégies, qui sont plus ou moins subtiles, plus ou moins, comment on peut dire, abouties, plus ou moins intelligentes, plus ou moins rusées, en tout cas qui sont présentes. Et ce travail, pour le faire, il faut, dans un premier temps, avoir quelques précisions sur le fonctionnement de l'ego, avoir quelques éléments sur son fonctionnement, sur sa nature, sur ses modes d'appropriation de ce que nous sommes, puisque c'est un domaine qui n'est pas particulièrement connu. Hein. Il faut savoir que la notion d'ego, même si les sages qu'on appelle les rishis, il y a 5-6 000 ans, en avaient connaissance, et nous avons des traces dans les Védas, le terme d'ego a été d'une manière plus puissamment inscrit dans notre conscience collective depuis les années 20-30, avec l'ouverture, la connaissance de la psychologie, la psychiatrie et tous ces aspects-là. L'ego a été vraiment, cette notion d'ego a vraiment été découvert avec beaucoup de précision. Ce qui veut dire, c'est que l'ego a fonctionné pendant des millénaires d'une manière cachée. Et aujourd'hui, il continue à vouloir fonctionner d'une manière cachée, alors que dans nos propres vies individuelles, il a encore une incidence extrêmement difficile, et que collectivement, la somme de tous ces égos crée ce que nous vivons actuellement. Vous avez vu dans quel état se retrouve le monde actuellement, qui est dans un état déplorable de, comment on peut dire, une sorte d'égo collectif totalement cinglé, hors de lui, debout sur les freins, n'acceptant en aucun cas le progrès, la différence, l'harmonie, la détente, créant au contraire la guerre, la séparation, la violence, et puis en fait la destruction presque de l'être humain sur Terre. Sur le plan individuel, nous savons ce que fait l'ego chez nous. Il crée la souffrance, mais il le fait aussi sur un plan collectif. Alors si je peux me permettre de parler de responsabilité, bien que j'aime pas trop ce terme qui renvoie aussi à une notion très égotique, on pourrait dire quand même que notre responsabilité, si nous acceptons ce terme-là, est de faire un travail sur notre propre ego. Pour commencer, dans notre structure métaphysique, qui est un univers à lui seul, à travailler l'ego et à le remettre à sa place. Comment on travaille l'ego ? Eh bien, on le travaille en le regardant. En fait, en devenant conscient. L'éveil, c'est être conscient de tout ce qui est. Ce qui est sympa et ce qui est moins sympa. Surtout ce qui est moins sympa. Beaucoup de gens dans la spiritualité vont aller vers ce qui est sympa, parce qu'ils vont vouloir tout de suite avoir des bénéfices, d'une certaine félicité, d'une certaine détente, et on le comprend. Tellement, lorsqu'on ne fait pas de travail sur soi, l'ego a une tendance à tout cristalliser, à tout tendre. La souffrance est extrêmement difficile. Donc dès qu'on commence à aller dans le monde de la spiritualité, à travers les techniques yogiques, on va vouloir, et c'est normal, commencer à se détendre et commencer à avoir des sensations nouvelles d'ouverture. C'est tout à fait ce qu'il faut. Mais après, il faut vraiment s'entreprendre pour continuer le travail, pour aller jusqu'au bout. Parce que nous méritons, vous méritez l'absolu, la paix intérieure totale, la liberté intérieure totale. Le simple fait d'être vous-même dans votre simplicité et dans votre humilité. C'est ce que vous êtes venu chercher sur Terre et c'est ce que vous allez obtenir à un moment donné, dans cette existence ou dans une autre. Mais pourquoi pas dans cette existence? Donc l'ego est vraiment cette partie de nous-mêmes qui nous a été implantée, qu'il va falloir percevoir.
Donc le but de ce week-end, avec les participants qui sont ici, et une partie des participants qui sont sur l'écran, c'est de, à travers simplement une vigilance naturelle, hein, de montrer chez l'autre comment fonctionne l'ego. Bien sûr sans jugement, bien sûr sans violence. Il peut y avoir un peu de fermeté de temps en temps parce que l'ego a une tendance à un peu à se débiner, mais on le fait d'une manière très détendue, très ouverte, avec, si possible, et c'est souvent possible, avec de l'humour et de la joie. Il y en a d'autres qui sont devant moi qui sourient parce qu'effectivement c'est ça. On te fait un travail sur l'ego, mais d'une manière extrêmement douce. Mais on fait le travail avec vigilance. Donc on regarde l'ego chez soi et chez l'autre. Et donc ce week-end, hein, qui dure environ, il y a une douzaine d'heures ensemble, on est 12-13 ici, 12-13 personnes, on reste ensemble 12-13 heures sur le week-end, on fait un travail très simple sur l'ego, et très rapidement, au bout de quelques secondes, quelques minutes, on perçoit l'ego, on voit l'ego, et là on le nomme, on le montre, et on explique, et j'explique comment il fonctionne, pourquoi il est comme ça, quelle est son attitude, quel est son intérêt, pourquoi fait-il ça, depuis quand est-il là, est-ce qu'il y a une raison émotionnelle, est-ce qu'il y a une raison héréditaire, est-ce qu'il y a une raison qui provient juste de l'ego lui-même. Parce qu'on pourrait presque dire que l'ego a un ego. En fait, chaque ego a une nature, a un parfum différent, a des qualités différentes. Donc vous allez avoir des égos plus ou moins évolués, plus ou moins intelligents, plus ou moins puissants, plus ou moins prudents, plus ou moins orgueilleux, plus ou moins vaniteux. Ils vont fonctionner toujours de la même manière, c'est-à-dire moi-je. Ils sont implantés là pour garder leur puissance, leur force, pour contrôler, pour continuer en fait à vivre d'une manière insidieuse en utilisant le corps que nous avons et tout le système nerveux que nous avons, notre capacité de ressentir, d'agir, de penser, de faire, d'aimer, en fait tout ce qui est tout ce qui provient, tout ce qui découle du fonctionnement naturel d'un être humain, l'ego va intervenir sur tous les plans. Et c'est une sorte d'intrusion quasi permanente. Et à un moment donné, si vous en sentez le besoin, parce que bien sûr personne n'est forcé à faire ce travail, vous pouvez faire ce travail d'une manière très claire en décidant de vous entreprendre. En fait, décider de faire un travail sur l'ego, c'est décider d'affirmer votre nature divine. Même si vous ne sentez pas votre nature divine comme étant une nature infinie, avec une félicité, des anges autour de vous, de la lumière qui descend en permanence, etc., ce qui est possible de vivre de temps en temps, même si vous n'avez pas ces sensations subtiles, spirituelles, vous pouvez décider de faire un travail sur l'ego. Et lorsque vous le décidez, vous prenez une sorte de décret face à l'univers, à ce moment-là, vous réaffirmez votre nature divine. Le fait de réaffirmer votre nature divine, vous réalignez sur un plan subtil, sans vous en rendre compte. Certains s'en rendent compte, d'autres non, peu importe. C'est-à-dire que là, vous faites le choix vigilant, clair, de vous détacher de cet ego. Il y a vous et il y a en nous des tas de choses qui ne sont pas nous. Il y a nous, moi, le je, lumineux, le soi, la lumière, la présence, la vacuité, l'espace infini. C'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Et sur cette nature essentielle, que beaucoup connaissent, que beaucoup ont reconnu, que cette nature qui est décrite par les traditions multiples, par les religions, mais sur cette nature-là va venir se scotcher, s'agripper des tas d'informations, des tas d'énergie, des tas de mémoires que nous allons devoir en fait remettre à leur place. Et la souffrance que nous portons à un moment donné provient de ça. C'est-à-dire que nous sommes asphyxiés par ce trop-plein d'énergie cristallisée, d'ego, de croyances, de torsions, d'émotions bloquées. Tout le paysage intérieur, en fait, peut être une sorte de champ de bataille. Et le paysage intérieur, lui, doit être totalement, à un moment donné, totalement limpide. Totalement limpide.
Alors au départ, lorsqu'on commence le travail, on est sur un champ de bataille, on avance sur le champ de bataille et on va en fait voir l'ego. Touc, touc. On va voir au fond du champ de bataille un grand soleil. Et ce grand soleil, c'est notre point de mire. C'est là où nous devons aller. Et nous allons y aller. Quand nous faisons un travail sur l'ego, sur un week-end, les gens font des sauts de géants en un week-end. Bien sûr, parce que nous sommes au cœur de ce qui est. À un moment donné, ce qui est fini doit se fondre dans l'infini. Je répète, ce qui est fini, limité, doit se fondre littéralement dans l'infini et disparaître et reprendre sa place, puisque rien n'est détruit dans la nature. Tout a un fonctionnement, tout a un plan. L'ego doit reprendre son plan. C'est naturel, c'est ce qui lui est dû. Il faut juste lui expliquer qu'à un moment donné, il a une possibilité de changer son fonctionnement et d'aller dans un endroit qui va lui paraître vraiment un paradis. Et pour ça, il faut faire un travail sur lui. C'est essentiel. C'est essentiel. Après, vous pouvez bien évidemment, à côté, continuer à pratiquer vos méditations transcendantales ou autres, vos mantras, vos pratiques spirituelles qui, bien sûr, vont nourrir votre propre soi intérieur et vont aussi faire bénéficier cette pratique. Ces pratiques vont pouvoir, en fait, créer une expansion de votre lumière à l'intérieur de vous. Mais cette expansion n'est pas suffisante si vous ne faites pas un travail rigoureux sur l'ego. C'est le but, vraiment, de ce week-end. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à faire ce type de week-end avec moi ou avec d'autres individus. Je ne suis pas le seul à proposer ce type de travail. Travail un peu difficile au départ, puisque bien évidemment, on se retrouve nez à nez avec lui. Évidemment, si on n'a pas l'habitude, ça peut donner quelques inconforts, mais très vite, on apprend en fait à être très à l'aise face à cette vigilance et on va se rendre compte graduellement tous les jours que, en fait, à travers nos actes du quotidien, et c'est dans le quotidien que ça va se passer, c'est pas au sein de votre méditation que vous allez découvrir l'ego, même si vous pouvez le voir, mais vous allez découvrir l'ego au sein de votre quotidien, quand vous allez vous brosser les dents, quand vous vous habillez, quand vous mangez, quand vous êtes en communication avec les autres, avec les gens que vous n'aimez pas, que vous aimez, quand vous regardez un film, quand vous faites vos courses, quand vous lacez votre chaussure. À travers ces actes du quotidien, c'est là où vous voyez l'ego. Faites juste l'expérience demain matin de vous laver les dents avec l'autre main. Si vous êtes droitier, vous lavez les mains, lavez les dents avec votre main droite. Changez, vous allez voir un peu comment l'ego va râler instantanément. C'est instantané, à la seconde où vous le faites, vous allez sentir un inconfort. Et cet inconfort va provenir de qui? De l'ego, parce que vous lui changez une habitude. Waouh! Essayez juste de manger différemment, essayez de vous habiller différemment, essayez de penser différemment, essayez de voir un peu comment votre structure, votre personnalité égotique, aussi fine soit-elle, est encore présente et comment elle intervient encore pour vous manipuler et vous empêcher d'être vous-même. Comment par rapport au corps aussi, l'ego intervient, avec les douleurs du corps, comment il récupère les souffrances du corps, comment il en fait tout un fromage, comment il a l'impression de mourir lorsque le corps souffre. Ben oui, l'ego ne veut pas mourir, il a peur d'être anéanti par la mort. Et tout ça, il faut le voir, il faut le percevoir. Et dans les interactions, c'est pareil. Vous pouvez aussi porter un ego en vous, bien sûr, et qui va aussi interagir avec l'ego de l'autre en face, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation professionnelle. Vous allez vous retrouver avec des interactions d'ego, et vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Ça va voiler comme ça. Ça va voiler comme ça. Vous allez arriver devant quelqu'un, vous allez vous sentir bien au début, puis au bout de 10 secondes, vous allez vous sentir mal. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je me sens mal? Alors comme l'ego, vous l'avez encore à l'intérieur de vous, vous allez dire, c'est encore moi qui porte quelque chose que je dois travailler. C'est encore moi qui dois faire un travail sur une partie de moi-même, une vieille mémoire, une difficulté d'accepter cette personne qui est en face de moi. Que nenni, l'autre en face peut très bien, à travers son ego, vous envoyer une information pour vous sabrer, pour que vous ressentiez une souffrance. Et ça se fait d'une manière systématique. Si vous portez
une intensité de lumière, vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas cette intensité de lumière, l'autre en face porte un ego, cet ego va percevoir la lumière et il va tout de suite en fait intervenir pour vous sabrer. Puisque la guerre fait partie des modes d'intervention de l'ego. C'est systématique. Donc à certains moments, vous êtes très bien, vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez bien par exemple, et puis vous vous retrouvez avec un malaise, une peur, une angoisse, une anxiété. Vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Alors que vous l'aimez bien cette personne. Ça peut être votre voisin, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un au boulot, peu importe. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement, si vous avez la vision subtile, que l'on peut apprendre à travers ces week-ends, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui portez cette souffrance. C'est juste à ce moment-là, l'ego en face qui vient vous chercher. Donc en fait, l'ego va créer toujours des confusions. Votre propre ego crée des confusions dans les diverses parties qui vous constituent, le vital, le mental, l'affectif spirituel, l'affectif sentimental, le corps. Il va créer des confusions. On ne sait plus où on en est. Et en même temps, quand vous êtes en interaction, l'ego de l'autre va continuer en fait à créer sa confusion. Et vous allez vous retrouver à un moment donné dans une situation où vous n'allez même plus chercher en fait à comprendre ce qui se passe. Vous allez tout juste en fait essayer de vous retrouver dans cette amalgame énergétique difficilement supportable. Vous allez juste essayer de traverser dans la journée ces moments difficiles pour attendre le moment où vous serez tout seul, vous allez pouvoir vous retrouver et être beaucoup plus détendu. Alors que l'éveil, c'est être totalement clair, totalement vigilant et de voir tout ce qui se passe, de voir tout ce qui se passe à l'intérieur, de regarder tout ce qui se passe, tout. On ne met rien de côté. Et en même temps, regarder tout ce qui se passe à l'extérieur. Tiens, je ressens ça, je vois ça. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'autre? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que c'est collectif? Comment tout ça fonctionne? À un moment donné, vous devez avoir la connaissance de tous ces phénomènes-là pour pouvoir simplement savoir ce qu'il en est. C'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est accepter ce qui est, et pour accepter ce qui est, il faut avoir la clarté, la vision de ce qui est. Accepter ce qui est alors que vous êtes dans le brouillard, vous pouvez bien évidemment accepter le brouillard, et ça arrive à certains moments, on ne peut qu'accepter le brouillard parce que pour l'instant le brouillard est encore là, mais il faut qu'à un moment donné le brouillard disparaisse pour que surgisse une clarté, à travers une clarté, une vision totale, simple, sans ego, qui permet de voir et de comprendre ce qu'il en est. À ce moment-là, vous avez la connaissance des choses, et vous êtes apaisé, et tout est à sa place. Vous voyez comment fonctionnent tous ces rouages égotiques chez vous, chez l'autre. C'est d'une importance extraordinaire parce qu'à un moment donné, que vous avez cette perception-là, vous êtes libéré parce que vous avez, j'allais dire la connaissance, mais vous avez surtout la vision totalement ouverte de ce qui est. L'ouverture à soi-même, c'est vraiment la vigilance et c'est la connaissance de ce qui est. C'est vraiment ça. Donc le but de ces week-ends, c'est d'amener progressivement, en un week-end déjà, il y a beaucoup de travail qui se fait, les personnes repartent chez elles et puis en fait mettent en pratique tout ce qui a été vu et saisi au sens le plus subtil du terme pendant le week-end, et après elles se repositionnent face à leur ego, et il y a un changement radical, il y a un changement énergétique qui est très puissant, il y a un espace intérieur qui se libère. Pourquoi il y a un espace intérieur qui se libère? Parce que l'ego, comme le mental, ont toujours une activité parasitaire à l'intérieur de notre champ de conscience. La difficulté, c'est que cette activité parasitaire prend de la place. C'est pour ça que nous pratiquons les techniques de méditation, c'est pour apaiser le mental. Le sutra numéro 2, le Yoga Sutra de Patanjali, Maharishi Patanjali, numéro 2, le but du yoga est l'apaisement du mental. C'est le deuxième Yoga Sutra. Le but du yoga est l'apaisement du mental. Pourquoi l'apaisement du mental? L'apaisement en fait de la vie intérieure, de ce champ de conscience qui est ici. Parce qu'en fait, dans ce champ de conscience, il y a des éléments parasitaires qui proviennent essentiellement de l'ego et du mental, la pensée qui tourne en boucle. Les deux font l'affaire, les deux compères sont bien ensemble, le mental
et l'ego. Mais ces deux-là créent une activité parasitaire extrêmement importante, qui vont souvent, en fait, ces activités puiser aussi sur les vieilles émotions que nous avons, des vieilles mémoires. Mais principalement, c'est l'ego et le mental qui les récupèrent. Et qui créent pratiquement une activité incessante. Et on a tous eu dans notre existence des moments où il y a eu des soucis, des difficultés. Ça fait partie de cette dualité, de cette vie de dualité, d'avoir des soucis. Eh bien, dès qu'il y a un souci un peu plus puissant que d'autres, eh bien, on va avoir une activité mentale désordonnée. On va avoir des pensées incessantes qui tournent, et on va avoir des émotions, on va avoir physiquement des sensations extrêmement fortes, donc on va avoir en fait une activité parasitaire extrêmement intense. Et dans ces moments-là, si vous n'avez pas encore réalisé le soi, vous allez être totalement identifié, même si vous ne le voulez pas, à ces activités-là. Et ces activités-là, vous pouvez bien évidemment les calmer par la méditation. Pratiquer de la méditation, vous allez calmer. Mais si vous n'allez pas à la racine, ça va revenir plus tard. Mais vous allez quand même calmer. C'est important, dans un premier temps. Mais il faut aller à la racine, c'est-à-dire aller voir comment l'ego a récupéré ça. Pourquoi il l'a récupéré? Quel était son intérêt? L'intérêt, c'est de continuer à, pour le coup, à avoir d'être le principe directeur de votre existence et d'empêcher que vous puissiez vous reconnaître comme étant ce que vous êtes. Donc c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel d'apaiser toutes les activités parasitaires. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez le matin, souvent, avec des pensées qui surgissent. On a tous eu cette expérience le matin. On se réveille et pendant quelques secondes, ça va et clac. On sent une pensée qui monte. Et derrière, vous sentez une énergie lourde. Une énergie qui est pas contente, pas commode. Là, vous y êtes. Là, vous pouvez lui dire, je t'ai vu. Je t'ai vu là. Il n'aime pas être vu. Là, je t'ai vu. Je t'ai vu. T'arrêtes. On peut même lui parler. Vous pouvez discuter avec lui si vous voulez. Vous avez la possibilité de le faire. Puisqu'il est vraiment une conscience qui est en vous, qui est en nous, mais qui n'est pas nous. Donc, il y a une possibilité de communication avec. Et ce système donc d'activité parasitaire incessante peut prendre différents degrés dans son expression. À certains moments, il y a beaucoup moins d'activité de l'ego, mais il est toujours là derrière. Tapis. Voilà. Il crée toujours quand même. On a un arrière-plan d'activité, d'une certaine angoisse, anxiété, peur, ou d'une certaine anesthésie. Ça dépend des moments, ça dépend des natures des personnes, ça dépend des natures d'âme, ça dépend des natures d'ego. On rentre dans des subtilités, mais même si l'ego est un peu calmé parce que la situation extérieure est plutôt satisfaisante, parce qu'il est toujours tourné vers l'extérieur, puisqu'il ne vit que par l'extérieur. Il a besoin absolument de réaliser ses désirs matériels, ses désirs vitaux, c'est le vital. Le pouvoir, l'argent, le plaisir, toutes les formes de plaisir, ou inversement, se planquer, être anesthésié, être trop prudent, être trop timide, ça fait partie aussi de ce que l'ego peut exprimer. Mais en tout cas, on va se retrouver avec une activité de l'ego qui peut aussi être assez subtile. Mais ça, il faut l'avoir à ce moment-là. Il faut vraiment descendre à l'intérieur de soi. Descendre à l'intérieur de soi, ça veut dire se découvrir. Se découvrir, on retire la couverture. Se découvrir, s'appréhender, se voir tel que l'on est, sans jugement, sans projection, sans désir particulier. On le fait parce qu'à un moment donné, on sent que c'est nécessaire. Parce que la souffrance est trop forte de toute façon. Ou l'impasse dans laquelle on est trop dure. Quelque chose qui bloque. Ben oui, quelque chose qui bloque. Qui est-ce qui bloque? L'ego. Il bloque. Il ne veut pas laisser passer. Il est debout sur les freins. Surtout que, on peut dire que depuis 30-40 ans, il y a une bonne lumière divine qui descend sur la Terre. Il y a de plus en plus d'éveillés, il y a de plus en plus de gens qui, en fait, ont des capacités d'être thérapeutes subtils, d'aider les autres. On voit bien que dans tous les petits villages de France et de Navarre, vous avez des profs de yoga, des gens qui font de l'ayurveda, etc. Vous avez des psychologues qui sont de plus en plus subtils, de plus en plus raffinés. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre.
Il y a une conscience qui est en train de s'ouvrir, c'est extrêmement clair. Mais devant cette conscience qui s'ouvre, l'ego est arc-bouté. Il est debout sur les freins. Il ne veut surtout pas se laisser passer. C'est ce qui se passe sur le plan mondial. C'est ce qui se passe sur le plan national en ce moment. Je ne vais pas faire de politique, hein. C'est pas ça. Mais attention, on ne peut pas changer, on ne veut pas changer. On garde nos anciens fonctionnements, nos anciennes structures mentales, nos anciennes croyances, nos anciens plaisirs, nos anciennes limites. Surtout, ne changeons pas, restons. Et comme on a perdu un petit peu nos limites, on va essayer de revenir en arrière. C'est jamais si on pouvait retrouver notre plaisir d'il y a 30 ou 40 ans, ça serait sublime. Hein. Eh bien non, non, non. La vie évolue. C'est toujours vers le haut que ça se passe. Il y a une transformation. La transformation qui nous est demandée, c'est une transformation radicale. Alors le terme radical est un terme que j'emploie assez souvent, puisque venir faire des week-ends sur l'ego, c'est vraiment une démarche radicale. Mais je dis bien radicale, radicale. Parce que là, on décide clairement, allez, on y va, j'y vais. Je ne peux plus continuer à fonctionner comme avant. Je dois changer ça. Je ne peux plus continuer à souffrir. C'est plus possible. Ou s'il y a une souffrance, elle peut venir d'un corps émotionnel qui provient d'une mémoire. Oui, ça, je peux l'entendre. Parce que là, à ce moment-là, je peux m'en occuper. Mais si cette souffrance est occasionnée par un ego qui tricote avec ses désirs qui lui sont personnels, contre moi, là, je n'accepte plus. Là, je n'accepte plus. Radicalité. Je ne sais pas quelle heure il est du coup. 42. Voilà, ben c'était ce que j'avais à vous indiquer pour cette mini présentation de ce week-end. Alors si vous avez des questions, je peux y répondre. Hein. Si vous avez, il n'y a aucune difficulté. En tout cas, il y a quelques participants que je vois là, qui seront là demain. Hein? Qui vont rester connectés, bien sûr, lorsqu'on va quitter la conférence, hein, pour qu'on puisse commencer à proprement parler le week-end. Oh, je suis sûr que François ou Claire, vous avez une question. Allez. Ils ont mis la caméra, c'est bon. Une question. Oui. Oui. Une question. Si on me lance une question, je retrouverai toujours une question. Oui. Le processus de Ahamkara, c'est le processus, pour ce que je sais, d'individualisation de l'âme cosmique en âme individuelle. Oui, bien vu. Et ensuite, l'ego, ça serait plutôt une concrétion autour de l'âme individuelle. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, Ahamkara n'était pas coupé de la source. Voilà. Donc il y avait une relation encore avec la lumière et le divin, et l'action d'Ahamkara était vraiment une action purement divine et purement salutaire et évolutive. Et pour des raisons historiques, spirituelles, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une coupure par rapport à la source, et là, on a continué à l'appeler Ahamkara, mais c'est plutôt l'ego qui s'est cristallisé et là est devenu fermé et fonctionnant en fait sur lui-même avec des intérêts propres qui en fait n'étaient pas des intérêts qui étaient reliés à cette notion de dharma, donc d'évolution vers le divin. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que c'est si difficile, c'est qu'en fait, de génération en génération, l'ego est toujours là, parce qu'on ne fait pas de travail sur lui, donc automatiquement, il est toujours présent dans notre construction métaphysique, mais il y a un moment donné, il faut qu'il disparaisse. Ou qu'il reprenne sa place, peu importe le terme que vous allez employer. Mais pour ce faire, il faut vraiment avoir un regard sur lui. On n'est pas en guerre contre l'ego, hein, ce n'est pas une question de guerre. Hein. On n'est pas en guerre contre l'ego. On veut juste le regarder face à face et lui dire, tu n'as plus ta place. Voilà. Reprends ta place. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. On n'est pas dans une démarche, comment dirais-je, violente, agressive, jugeante, même par rapport à l'ego. En même temps, pauvre petit bonhomme, il est là, il fait ce qu'il peut en même temps. Hein. Simplement, il puise à l'intérieur de racines extrêmement obscures et extrêmement noires, et à certains moments, c'est difficile, quoi.
Et surtout, il empêche l'âme, vous vous rendez compte, il empêche l'âme de devenir ce qu'elle est, quoi. En tout cas, de s'accomplir dans sa dimension divine en étant incarné. C'est vraiment ce qui nous est demandé de faire. C'est vraiment notre dharma. Donc on doit obligatoirement le faire. Et on veut le faire. C'est même pas une obligation, c'est même pas une responsabilité. C'est que naturellement, lorsqu'on a fait le tour du monde de la matière, des désirs, des plaisirs, des désespoirs, des projections et autres, on se rend compte que la seule voie possible, c'est aller vers lui, avec un grand L. Aller vers lui, directement aller vers lui. Nous sommes construits à son image, hein, c'est ce qu'il nous a dit, et c'est vrai. Donc on découvre cette parcelle divine à l'intérieur de nous, mais il faut éviter qu'en fait, que l'ego, qui peut être spirituel, et c'est celui-là surtout qui peut être dangereux dans le monde de la spiritualité, il faut éviter que l'ego spirituel récupère cette partie qui commence à s'ouvrir graduellement. C'est ça qui est le plus embêtant. C'est assez classique de voir des égos chez des gens matérialistes, puisqu'ils ne voient la vie que par la matière, le plaisir, le pouvoir et la puissance de l'ego. Hein, on le voit assez facilement. Bon, souvent, les gens ne le voient pas eux-mêmes, mais nous, extérieurs, on peut le voir facilement. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'on commence à faire un travail sur soi, l'ego va se repositionner parce qu'il veut continuer à contrôler l'existence, la vie en fait. Il veut contrôler la vie, qui par définition est incontrôlable, puisque la vie, elle, agit comme bon lui semble, dans une direction qui est toujours salutaire. Donc, on va se retrouver avec un ego spirituel qui va récupérer les choses. Et voilà, j'ai une bonne expérience en la matière. Voilà. Chez moi, puisque j'avais un ego spirituel assez intense, hein, j'ai bien découvert à un moment donné comment il fonctionnait, comment il projetait. Il projetait ce que devait être l'éveil, ce que devait être le détachement, voilà. Puis à un moment donné, quand vous vous retrouvez 3 ans à la rue à être SDF, vous vous rendez compte que là, tout lâche, et que là, vous comprenez ce que c'est que le détachement. Et ce n'est pas ce que l'ego envoyait avant, comme projection. Et puis même, j'ai rencontré des amis qui se sont fait prendre au piège de l'ego spirituel, oui. Oui, plus ou moins, oui, bien sûr. Mais c'est ça, Ahamkara, au départ, c'est vraiment une puissance divine incomparable. Oh oui, très beau. Voilà, il n'y a plus d'images, il y a des images, ça s'en va et ça revient. J'ai une question. Oui, Jade, vas-y. Est-ce que l'ego est le même d'incarnation en incarnation? Non, il est différent. La construction de l'ego va être différente suivant le karma que tu vas récupérer dans cette incarnation-là. Plutôt, suivant le karma que tu vas vouloir régler dans cette incarnation-là. Puisque pour le Jyotish, l'astrologie indienne, hein, on choisit avant de s'incarner le karma qu'on va régler. Et va nous être attribué, logiquement, à ce moment-là, d'une manière quasi automatique, hein, à travers ce grand ordinateur cosmique qui gère toutes ces notions de karma. Hop, tu vas voir tel ou tel ego. Il y a toujours un challenge face à l'ego, oui. Ce qui fait que l'ego que tu avais la vie d'avant, ce n'est pas le même que celui-ci que tu as là. Déçu? Non. Non, c'est pas le même. Non. Mais il y a toujours, quelle que soit la nature de l'ego, hein, il reste toujours cette ligne directrice de l'ego qui dit « moi, je ». C'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Je fais pour moi. Je vis sur Terre pour moi. Je ne m'occupe pas des autres. J'utilise les autres. Et c'est comme ça qu'on peut percevoir des êtres qui sont, entre guillemets, plus élevés que d'autres. C'est des êtres qui vont s'occuper des autres, qui vont commencer à regarder les autres, qui vont commencer à essayer d'échanger. Bien que même ces échanges ou ces ouvertures face à l'autre peut être aussi une récupération d'un ego spirituel qui se complaît à jouer en fait la vie divine. C'est possible aussi. Donc ça, c'est extrêmement subtil. Mais en fait, dès que l'ego apparaît, en fait, c'est très simple. Dès que l'ego apparaît, il y a souffrance.
Dès que l'ego apparaît, il y a lourdeur. Dès que l'ego apparaît, il y a limite. Dès que l'ego apparaît, il y a séparation. C'est systématique. Systématique. Il sépare. Il ne peut pas vivre autrement qu'en séparant, qu'en rejetant l'autre. Il ne peut pas faire autrement. Moi, je. L'autre n'existe pas. Ou s'il existe, c'est pour satisfaire des besoins que j'ai, moi. Alors ça peut être des besoins les plus basiques, mais ça peut être des besoins un peu plus élaborés, comme des besoins spirituels, philosophiques, intellectuels. Hein. On a vraiment différents niveaux. Hein. Lorsqu'on rentre dans le domaine de l'ego, ce qui n'est pas facile à faire au début, parce que c'est pas vraiment une partie de plaisir, parce que ça peut être un peu rude, ben on se rend compte que l'ego intervient dans beaucoup de domaines de l'existence, même chez des personnes qui se sentent totalement authentiques. Hein. Et en même temps, il peut y avoir une âme très authentique, véritablement authentique, avec un ego qui est scotché dessus. Et les deux vont avancer de concert. Alors, certains destins, c'est comme ça. Hein. L'âme et l'ego vont avancer. En fait, ils vont avancer vers la lumière, et puis à un moment donné, proche de la lumière, l'ego va se décrocher en partie. Il y en a qui très vite se décrochent de l'ego et vont vers la lumière, et en même temps continuent à voir l'ego qui essaie de monter. Voilà. Il y a grosso modo deux systèmes. Moi, ce que j'ai vécu, c'était il y a de nombreuses années, à un moment donné, une séparation avec l'ego. Clac, ça s'est séparé. Donc je l'ai vu, clac, clac, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, je me souviens, c'était dans des circonstances particulières, parce que j'avais demandé à l'univers, si je peux m'exprimer ainsi, j'avais demandé à l'univers de me montrer l'ego. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, mais quand l'univers m'a montré l'ego quelques jours après, parce que quand vous demandez ça, ne vous inquiétez pas, l'univers répond, parce que bien évidemment, c'est un désir qui est extrêmement sain, extrêmement porteur de vie. Eh bien, quand j'ai vu l'ego la première fois, j'ai été plutôt sidéré, tellement il était gonflé, il était gros, il était imposant, il prenait une place incroyable. Alors que je me croyais comme un être extrêmement évolué, extrêmement subtil, ce qui était vrai sur un certain plan, mais j'étais coincé dans un coin et l'ego prenait toute la place. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Voilà. En tout cas, c'est la description de celui que j'avais. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez le même. Vous pouvez avoir des égos. Si vous avez beaucoup pratiqué, vous avez été authentique dans les vies passées, vous pouvez bien évidemment avoir un ego beaucoup plus fin que celui-ci. Hein. Certaines personnes arrivent sur Terre avec un tel degré d'évolution que l'ego n'est pas redoutable. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout que plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a un ego entre guillemets psychologique et un ego aussi physique. On peut dire qu'il y aurait deux égos. Voilà. Hein. Là, je vous renvoie à toute la littérature de Doucemer et Sri Aurobindo avec le travail sur le corps. C'est très, 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 très intéressant. En tout cas, même les gens authentiques peuvent être vraiment authentiques dans leur cœur et l'ego peut vraiment, vraiment être encore extrêmement relié. Et là, c'est compliqué parce que ce sont des demi-vérités. On ne sait pas trop comment faire. Il y a une partie qui est juste et une partie qui ne l'est pas. Alors, ça fait un sac de nœuds comme ça et ça bouge tout le temps. Et là, à un moment donné, il faut séparer. Il faut séparer. Alors, quand on sépare l'ego, se met de côté, hop, l'âme, hop, elle s'ouvre vers le haut. Donc, l'authenticité de l'âme peut aussi être récupérée par un ego vicieux qui va récupérer ce désir de se retrouver pour son propre compte. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une souffrance. On ne comprend pas ce qu'on vit. On est dans des phases d'ouverture. On pose des actes pour se nettoyer, pour être proche de soi, pour se découvrir. En même temps, on voit bien que ça coince. Quelque chose qui ne va pas. Bah oui, parce que c'est pas encore détaché. Et lorsqu'on le détache, clac, waouh, là, il y a une libération. Comme il peut y avoir plusieurs libérations après. Hein. Le fait de s'éveiller, ça se fait en plusieurs libérations. Enfin, ça peut se faire en plusieurs libérations. Oui, je vois que François, il a encore... Je vois qu'il plisse les yeux, là. À mon avis, il va me... C'est juste qu'il n'a pas mis ses lunettes. Non, c'est parce que tu n'as pas mis tes lunettes, c'est ça. Mais moi, enfin, c'est pas une question. Aussi, ça peut être une question. Cette année, j'ai fait une formation. Ouais. Et où il s'agissait justement de voir différentes parties de soi. Ouais. Et
et ce qui voit, c'est pas une partie, c'est soi. Tu vois, et c'est ça qui m'intéressait d'ailleurs dans cette formation, c'est que ça fait intervenir soi, le soi. Ah oui. Et j'ai trouvé superbe parce que en moi, j'ai dit, ben, voilà, tant que je vous vois, même la partie qui se prend pour la lumière, je la vois. Oui. Si je la vois, c'est une part égotique qui joue à ça. C'est ça. Pas comme tu dis. C'est ça. Alors, c'est très intéressant. C'est ça. Du coup, je me dis par là, si tu es d'accord, qu'il y a quelque chose de simple pour un peu apprendre à voir l'ego, c'était le cas de nous, et de le cerner. Ouais. C'est tant que je vois, tant que je vois, tant que ça voit, quelque chose à voir, c'est l'ego. C'est ça. Dès que tu vois un objet extérieur, en fait, celui qui voit, c'est toi. Ouais. C'est en sanskrit, c'est François, il connaît aussi bien que moi, Rishi Devata Chandas. Rishi, c'est celui qui voit. Devata, c'est le processus de vision, et Chandas, c'est ce que l'on voit. Quand Rishi, Devata, Chandas, les trois sont en une unité, c'est bon. Voilà, ça ne fait plus qu'un. Mais dans un premier temps, il faut en fait que l'aspect Rishi, l'aspect de la vision, je dis ici parce que c'est une vision de la conscience, hein, plutôt du troisième œil, hein, mais en même temps, c'est la totalité de ce que l'on est qui voit. Eh bien, lorsqu'on voit, à ce moment-là, ce que l'on voit est extérieur à nous, même si c'est collé à nous. Même si c'est collé. Et moi, c'est vraiment collé. Hein. Mais je te vois. Ben oui, mais j'aimerais bien que tu partes. Oui, mais c'est collé à moi. C'est collé. Bon, là, déjà, vous avez vous qui voyez et l'objet de ce qui est vu. Ce qu'il faut à un moment donné, c'est que ce qui est vu se transmute et puisse, en fait, partir. C'est ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est ne plus être identifié. Dès qu'il y a identification, on colle. On colle aux choses. Regardez dans vos existences à quoi vous collez encore. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réflexion. Réflexion, vous voyez, même le terme réflexion dans les deux termes, dans les deux sens, quoi. Réflexion au sens où on peut voir l'image, et réflexion dans le sens où on peut se poser la question. Posez-vous la question, tiens, là, je fais quelque chose. Est-ce que je suis vraiment moi ou est-ce que c'est un automatisme? Et dans cet automatisme, est-ce qu'il n'y a pas encore pépère ego ou mémère ego là, en train d'intervenir et en train de me limiter et donc de créer une souffrance? Parce que dès qu'en fait l'ego intervient dans notre acte au quotidien, ça crée une souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est la limitation, la restriction. Touc, touc. Dès que l'ego n'est pas là, c'est ouvert. Ben, moi, je préfère me laver les dents, encore une fois, sans ego, c'est divin. C'est cosmique. Parce que, voilà. Dès que l'ego est là, ah oui, mais oublie pas telle dent quand même. Hein. Oublie pas la partie là. Fais gaffe, tu as une petite carie là, tu vois. Il va intervenir, il va penser. On s'en fiche de ce qu'il pense en fait. En fait, on s'en fiche de ce qu'il pense. Il a, on peut dire qu'il a sa propre personnalité, ses propres automatismes, mais on s'en fiche. Pardonne-moi l'expression, mais va te faire voir ailleurs. Reprends ta place. Dans ce magnifique univers, reprends ta place et laisse-moi être ce que je suis. Laisse-moi être ce que je suis. Rien que dire ça, vous pouvez sentir chez vous, et ici dans la pièce, ce que ça fait. Hein. Ça pulse. Hein. Je suis ce que je suis, et je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Et je ne suis surtout pas l'ego. Ah! Quand vous dites ça le matin quand vous vous réveillez, ça change l'énergie. Hein. Si, ça change l'énergie. Tu rigoles là. Avant ou après mon café parce que... Lara dit après son café. Parce que l'ego a besoin de boire son café. C'est vraiment ça, hein. Il y a des automatismes comme ça. Alors, on peut les accepter, ces automatismes. Je suis obligé de boire mon café pour me sentir bien. Bah oui, l'ego a besoin de sa petite ration. Ok. Mais il ne faut pas en être dupe. En fait, voilà. Il ne faut pas en être dupe. Je ne vous demande pas de chasser l'ego de tous vos actes tout de suite. Ça serait trop compliqué. Mais de le faire progressivement et d'accepter à un moment donné que, pourquoi pas, dans telle action que vous faites, l'ego est encore partie prenante. Mais vous le savez, vous en avez conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe.
Vous n'êtes pas identifié totalement. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Vraiment. Vraiment. Si vous revenez à vous, ok, je ne peux pas faire partir l'ego du jour au lendemain. C'est évident. Donc là, dans telle ou telle action, il est encore là. Je le vois. Ok. Et vous lui dites, je t'ai vu. Voilà. Puis tantôt, il vous crée des voiles. Et puis le voile, vous ne pouvez pas le retirer. Il dit, ok, je te vois, tu me crées un voile. Je rentre dans une autre action où je ne m'en occupe pas. Voilà. En fait, on est tranquille. Ou en tout cas, on essaye d'être tranquille dans tous les aspects de l'existence.